Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le terme tueur en série? En général, notre esprit évoque automatiquement des clichés. Un maniaque caché dans une cave ou rôdant quelque part près d'un bosquet. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, Andrei Chikatilo, Dennis Rader. Nous avons l'habitude de penser que ce genre de mal se cache toujours dans l'ombre, en marge de la société. Pourtant, la psychologie criminelle connaît aussi d'autres exemples. Aujourd'hui, je vous propose de vous poser une question. Que se passe-t-il lorsqu'un psychopathe hautement organisé, doté d'un complexe de supériorité, un sadique qui se délecte de la souffrance d'autrui, ne se cache pas dans une cave? Et s'il portait un costume élégant, possédait un titre de professeur, se faisait appeler théologien et s'intégrait dans l'appareil d'État? Et si son lieu de crime devenait tout un pays, et qu'au lieu d'une arme meurtrière, il utilisait de fausses expertises, des lois et les médias? Je suis tombé sur plusieurs documents. L'un des principaux est le livre de James Ressler, Un maniaque contre Dieu. Selon les informations données dans le livre lui-même, son auteur est un ancien agent américain du Bureau fédéral d'enquête. Un profiler qui a travaillé dans le domaine de l'analyse comportementale et du profilage des crimes violents. Une autre source importante à laquelle je reviendrai à plusieurs reprises est le livre de Victor Friedman, Le maniaque qui est arrivé au pouvoir. D'après les informations disponibles, c'est justement ce livre qui a servi de point de départ pour l'enquête analytique menée ensuite par James Ressler. J'utiliserai également les analyses de journalistes indépendants du site ActFiles, auquel j'ai déjà fait référence dans mes précédentes vidéos d'investigation. Je propose d'examiner ce sujet attentivement à travers le prisme de la criminalistique et de l'analyse comportementale. Au centre de notre attention se trouve le phénomène des initiatives anti-cultes transnationales qui, selon les documents disponibles et leur interprétation comparative, agissent à travers des structures affichant publiquement des objectifs nobles, la protection de la société et la lutte contre les sectes dangereuses. Cependant, en examinant de plus près leurs activités et surtout leurs conséquences, une question bien plus grave se pose. Il se pourrait que, derrière cette rhétorique apparemment normative et socialement acceptée, se cache un mécanisme comportemental différent, potentiellement problématique. Mon objectif est de montrer que ce qui a longtemps été perçu comme une idéologie anticulte destructrice peut, d'un certain point de vue analytique, être interprété comme une idéologie anticulte destructrice, peut, d'un certain point de vue analytique, être interprété comme l'expression d'un schéma d'action plus profond et socialement plus préoccupant, un modèle que la criminologie et les sciences du comportement décrivent. Dans les formes extrêmes de comportements violents, mais ici transformés et adaptés à des environnements institutionnels, médiatiques et pseudo-experts. Je souligne tout particulièrement que toutes les conclusions, observations et évaluations dont il sera question par la suite reflètent l'interprétation analytique des auteurs des documents précédemment mentionnés, fondés sur des sources accessibles au public, et ne constituent pas des avis juridiques ni des conclusions judiciaires, ni une déclaration de culpabilité. Il ne s'agit pas d'un verdict de condamnation, mais d'une reconstruction analytique et d'un effort pour dresser un portrait comportemental cohérent à partir de données ouvertes. Les personnes, organisations et institutions mentionnées le sont uniquement sur la base de sources publiques et exclusivement dans le cadre d'une discussion académique, analytique et sur les droits humains. Les conclusions finales appartiennent à chaque spectateur, sur la base de la comparaison. Des faits présentés, des interprétations et de la logique analytique. Cette vidéo a été réalisée dans le but d'analyser de manière systématique les informations publiquement disponibles concernant Alexandre Leonidovitch Dvorkin, né le 20 août 1955 à Moscou, en Union soviétique. À propos d'une personne qui, selon de nombreuses sources indépendantes, y compris les rapports de la Commission américaine pour la liberté religieuse internationale, USCIRF, et des individus pour la liberté de conscience, KAPLK, disposant d'un statut consultatif auprès de l'ONU, des documents d'information du portail Bitter Winter, du livre de James Ressler, Maniaque contre Dieu, et des publications du portail ActFiles, occupent une place centrale dans un réseau transnational d'organisations et d'individus. Ces sources soulignent également des pratiques qui sont interprétées par certains spécialistes comme une stigmatisation systématique, l'utilisation de mécanismes juridiques pour exercer des pressions,
des actions d'influence informationnelle et des interventions potentielles dans les droits des minorités religieuses, des initiatives citoyennes et des individus. Avant d'aller plus loin, je vais donner une brève explication pour ceux qui découvrent l'analyse comportementale des auteurs pour la première fois. Pourquoi est-ce que je m'appuie précisément sur le livre Maniaque contre Dieu et pourquoi je le considère comme important dans l'étude? Des activités du réseau anti-secte, c'est parce que, selon les informations directement mentionnées dans ce livre, son auteur est James Ressler, un ancien agent du FBI qui a travaillé dans le domaine des sciences du comportement et du profilage criminel. La BSU, Behavioral Science Unit, c'est-à-dire l'unité des sciences du comportement, sont les pionniers du profilage. Cette unité a été créée dans les années 1970 à l'Académie du FBI à Quantico. Jusque-là, la police recherchait les coupables principalement sur la base de preuves, d'empreintes digitales, de l'arme du crime, du mobile, comme le vol ou la jalousie. Mais lorsque des meurtres en série ont commencé à apparaître, dont les motivations n'étaient pas évidentes, les anciennes méthodes ont cessé de fonctionner. Les agents de la BSU ont donc adopté une approche non conventionnelle. Ils ont commencé à se rendre dans les prisons et à mener de longs entretiens détaillés avec des criminels violents condamnés. Leur objectif était de comprendre comment ces personnes réfléchissent, quelle a été leur enfance et ce qui déclenche leur agressivité. La BSU a ainsi constitué une vaste base de données et a démontré qu'il était possible, à partir du mode opératoire d'un crime, d'établir un profil psychologique assez précis de l'auteur. Son âge approximatif, sa profession, sa situation familiale, le type de véhicule qu'il utilise et même son niveau d'intelligence. L'actuel successeur institutionnel de la BSU est généralement considéré comme étant la Behavioral Analysis Unit, ou unité d'analyse comportementale. Aujourd'hui, il s'agit d'une unité spécialisée active au sein du FBI qui fait partie du Centre national d'analyse de la criminalité violente et qui s'occupe de l'application pratique des méthodes d'analyse comportementale dans l'enquête sur des affaires complexes. Contrairement aux stéréotypes courants, leur domaine d'activité ne se limite pas uniquement aux meurtres en série. L'unité participe à l'analyse d'un large éventail d'infractions, y compris les enlèvements, les menaces, les attentats à la bombe, le chantage, les délits commis sur des enfants, certaines formes de violence organisée, ainsi que sur des affaires complexes, où il est nécessaire de reconstituer la motivation, le mode de sélection des victimes et le schéma comportemental de l'auteur. L'un des outils importants de ce type d'analyse est la victimologie, l'étude détaillée de la personnalité des victimes, de leur parcours de vie. Du mode de vie, des vulnérabilités, des liens sociaux et des circonstances dans lesquelles elle est devenue la cible du choix de l'auteur. Dans la logique de l'analyse comportementale, la question de savoir pourquoi cette victime a été choisie devient souvent la clé pour comprendre non seulement le mobile, mais aussi la structure interne de l'auteur lui-même. L'analyse de la biographie, des expériences d'enfance et des écrits personnels, tels que les journaux intimes, les lettres, les autobiographies ou les mémoires, représente une part importante de l'analyse psychologique et comportementale de la personnalité de l'auteur. Tandis que l'examen du comportement sur les lieux des faits aide à répondre à la question de ce qui s'est passé et comment cela s'est produit, l'étude du parcours de vie, des motifs biographiques récurrents et des modes d'autoprésentation permet de s'approcher d'une question plus complexe. Quels mécanismes psychologiques ont pu être à l'origine de tels actes? Dans la présentation spécialisée, ces approches sont classées dans le domaine de l'analyse comportementale rétrospective, de l'analyse psychobiographique ou de la reconstitution psychologique rétrospective de la personnalité. Pourquoi accorde-t-on une telle importance à l'enfance et aux premières expériences de vie? Dans l'analyse comportementale, y compris dans la tradition issue de la criminologie et du profilage américain, on part du principe que les formes graves de comportements violents, y compris celles des tueurs en série, ne surgissent généralement pas soudainement, ni en dehors du contexte biographique. Il ne s'agit pas d'un schéma linéaire simple, ni d'une fatalité, mais d'une formation de la personnalité sur le long terme, sous l'influence de nombreux facteurs. Des dispositions individuelles, de l'environnement familial, des expériences traumatisantes, des conditions sociales, et des manières de réagir à l'humiliation, à la peur, au rejet ou à la frustration. C'est pourquoi, lors de l'étude des premières étapes de la vie, les spécialistes ne cherchent pas à trouver un événement qui expliquerait tout, mais plutôt à identifier des mécanismes récurrents,
Des expériences traumatisantes répétées, des sentiments profondément enracinés de honte, d'impuissance ou de colère, un besoin de contrôle, une perturbation de l'attachement affectif, des particularités dans la dynamique familiale et des modes précoces de compensation psychologique. L'un des précieux outils dans ce type d'analyse est constitué par les textes personnels du sujet lui-même. Biographies, lettres, journaux intimes, mémoires ou entretiens, leur importance ne réside pas seulement dans les faits rapportés, mais aussi dans la manière dont la personne parle d'elle-même. Les individus présentant des traits antisociaux, narcissiques ou psychopathiques marqués ont souvent tendance, dans ces textes, à justifier leurs actes, à se présenter comme des victimes des circonstances, à rejeter la responsabilité sur autrui, ou au contraire, à se forger une image d'eux. Une figure presque mythique. C'est précisément pour cette raison que le spécialiste n'analyse pas seulement la succession des événements, mais aussi la structure même du récit. Le choix des mots, les accents, les omissions, le ton émotionnel, les façons de se justifier, ainsi que l'attitude envers les victimes, la culpabilité, l'humiliation et le pouvoir. En d'autres termes, ce ne sont pas seulement les faits contenus dans les textes autobiographiques qui comptent, mais aussi la personnalité de l'auteur, qui s'y manifeste de manière indirecte. À travers des schémas linguistiques, un système de signification et une manière de se présenter soi-même. Le travail sur le matériau autobiographique recoupe ainsi en partie l'analyse psycholinguistique et narrative. Un autre document important, auquel je reviendrai à plusieurs reprises aujourd'hui, est le rapport analytique des journalistes indépendants du portail ActFiles, intitulé « Professeur de sectologie ou tueur en série ». Par sa structure interne, il a créé, par sa logique de recherche et sa manière d'interpréter les données biographiques, ce document peut être classé parmi les analyses psychobiographiques. Il est particulièrement important de le souligner, car la psychobiographie n'est pas une étiquette journalistique, mais une approche de recherche précisément définie. La psychobiographie désigne une méthode d'investigation psychologique fondée sur l'utilisation systématique de théories psychologiques dans l'analyse des parcours de vie, de la personnalité, de la motivation et des décisions comportementales d'une personne donnée. Cette méthode est le plus souvent utilisée en lien avec des personnages historiques, des hommes politiques, des personnalités publiques, des écrivains, des artistes ou d'autres personnes dont la vie a laissé derrière elle une grande quantité de textes, de témoignages et d'actes pouvant être reconstitués. Il en découle que l'analyse psychobiographique est une application pratique de cette méthode à un cas concret. Son objectif n'est pas seulement de raconter les faits de la vie, mais de comprendre comment les expériences précoces, les traumatismes de l'enfance, les conflits intérieurs, les mécanismes de défense psychologique établis, les stratégies d'adaptation, ainsi que le contexte socio-culturel plus large, ont pu influencer la formation de la personnalité, le style de pensée et les décisions qu'une personne a ensuite prises dans sa vie publique, professionnelle ou idéologique. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur notre chaîne. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si vous nous découvrez, sachez que nous partageons ici des conseils et des analyses pour vous accompagner. Nous espérons que ce programme répondra à vos attentes. Installez-vous confortablement, nous allons commencer cette exploration ensemble. Et merci de votre fidélité qui nous motive à créer. Si les textes autobiographiques, les entretiens, les souvenirs personnels et les récits psychologiques, si les reconstructions psychobiographiques peuvent réellement servir de matériau pour une analyse comportementale, une question naturelle se pose alors. Qu'est-ce qui commence exactement à se révéler à travers cette masse de données dans le cas d'Alexandre Dvorkin ? Nous avons devant nous l'histoire d'un homme qui, pendant des décennies, a été présenté publiquement comme un expert, un moraliste, un combattant contre les sectes et un protecteur de la société contre les soi-disant cultes dangereux. Regardez attentivement ces photos et ces vidéos. Un homme à l'allure professorale, lié au milieu ecclésiastique, avec la réputation d'un critique public et d'un détenteur de connaissances expertes. Pourtant, c'est précisément la comparaison des matériaux biographiques, autobiographiques, documentaires et analytiques aujourd'hui disponibles qui conduit à une question fondamentalement différente. Qui se cache réellement derrière cette façade respectée ? C'est par cette question qu'il faut commencer. Non pas par une évaluation émotionnelle, mais par un effort de comprendre quelles conclusions comportementalement significatives il est possible de tirer de l'ensemble des documents
documents disponibles. Si l'on considère ces données dans leur globalité, l'approche analytique proposée par certains auteurs se résume à ce qui suit. La biographie de Dworkin peut être comprise non seulement comme le récit de la vie d'une personne complexe, contradictoire ou intérieurement conflictuelle. D'un certain point de vue, elle apparaît également comme une trajectoire où, selon ses interprétations, reviennent sans cesse des thèmes tels que le pouvoir, le contrôle, la supériorité morale, la peur, la mort, la culpabilité, la vulnérabilité narcissique et sa possible compensation à travers l'influence exercée sur les autres. Et j'aimerais que, tout au long de cette vidéo, vous gardiez à l'esprit une chose toute simple. Le plus important dans de telles histoires, le plus important, c'est de ne pas passer à côté de l'instant présent. Et un profil n'est pas un ensemble aléatoire d'épisodes. Un profil, c'est la répétition. Un profil, c'est une logique interne. Un profil, c'est une ligne qui traverse différentes étapes de la vie tout en conservant sa structure. À travers l'enfance, l'adolescence, la carrière, le langage, le style de présentation de soi. Et aussi de manière significative. Le rapport à la mort, à l'humiliation, au pouvoir, ainsi qu'à la vulnérabilité des autres. C'est précisément cette ligne directrice que nous allons maintenant analyser. Les auteurs du matériel mentionné au début, en particulier le livre de James Ressler et le rapport analytique des journalistes indépendants d'Act Files, construisent cette reconstitution non pas à partir d'un épisode isolé, mais à partir de plusieurs corpus d'informations qui, lorsqu'ils sont comparés, commencent à fonctionner comme des éléments qui se complètent bien entre eux, des matériaux d'information complémentaires. Le premier corpus de cette recherche est constitué des propres textes d'Alexandre Dworkin, principalement ses livres autobiographiques « Les maîtres et les leçons » et « Mon Amérique ». De tels textes ont une valeur particulière pour l'analyse psychologique, biographique et comportementale, car un récit autobiographique ne représente presque jamais une réflexion neutre sur le passé. Lorsqu'une personne parle publiquement d'elle-même, elle ne fait inévitablement pas que communiquer des faits, mais il construit aussi une certaine version de sa propre vie, crée une image de lui-même pour le public, fixe le cadre d'interprétation des événements et répartit les accents de lui-même pour le public, fixe le cadre d'interprétation des événements et répartit les accents de sens. Dans ce sens, il n'est pas seulement important de considérer les informations transmises, mais aussi la manière dont elles sont organisées. Ce que l'auteur met en avant, ce qu'il atténue, ce qu'il explique, ce qu'il justifie, quels épisodes il place au premier plan et lesquels il laisse. Et comme je l'ai déjà mentionné, cette approche correspond à la logique de l'analyse psychologique et psychobiographique rétrospective, dans laquelle les textes personnels ne sont pas considérés comme une preuve directe des motivations internes, mais comme un matériau important pour formuler des interprétations étayées sur la personnalité, le système de valeurs, les expériences stables et les modes d'autoprésentation de l'auteur. C'est pourquoi, dans ce cas, nous commençons d'abord par... Ce ne sont pas seulement les faits biographiques qui présentent un intérêt pour la recherche, ce que Dworkin juge bon de conserver en mémoire et de présenter au public, mais aussi la structure narrative même de ces autobiographies. L'intonation, les motifs récurrents, le système d'accent, le ton émotionnel, le rapport à son propre passé, les manières d'expliquer les conflits, l'auto-justification, ou au contraire, la mise en avant démonstrative de certains traumatismes particuliers. D'épisodes importants ou symboliquement chargés. En d'autres termes, l'objet de l'analyse n'est pas seulement ce qui est raconté, mais aussi la manière dont cette histoire est formulée. Car la personnalité de l'auteur se manifeste souvent de façon indirecte, à travers des schémas de langage, la logique du choix des événements, la structure de la mémoire et les façons de construire publiquement sa propre biographie. Le second corpus est constitué par un entretien de 1979 enregistré à New York, dans le cadre d'un projet sur les récents émigrés soviétiques, alors qu'Alexandre Dworkin avait 25 ans. D'un point de vue analytique, il s'agit d'une source particulièrement précieuse, car il y a relativement peu de temps entre les événements de sa jeunesse et le récit lui-même. Autrement dit, nous ne voyons pas ici le Dworkin tardif, celui qui s'exprime publiquement. Nous ne voyons pas non plus l'idéologue affirmé du réseau antisecte, ni l'homme ayant parfaitement maîtrisé son rôle. Professeur respecté et expert ecclésiastique.
C'est important car à ce stade, sa manière de se présenter n'a pas encore été façonnée par des années d'exposition publique intense. Dans cet entretien, c'est un jeune émigré russe qui parle, quelqu'un qui vient de quitter l'Union soviétique. Et c'est précisément pour cela que ses propos sont plus proches de son expérience de vie originelle. Il y a moins de réécriture ultérieure de sa propre image, ce qui augmente donc la probabilité que son discours conserve des jugements plus immédiats, des accents spontanés et des expressions involontaires qui auraient pu être lissées ou écartées dans ses textes autobiographiques ultérieurs. Le troisième corpus est constitué par la documentation médicale. Celui-ci revêt une importance particulière pour l'analyse, car il apporte une couche d'informations beaucoup moins contrôlée par le sujet lui-même, et parce que qui ont été produites en dehors du cadre de la présentation de soi ultérieure. Ces documents contiennent les plaintes, les symptômes, les observations médicales, les formulations diagnostiques, les déclarations de la mère, des informations sur l'instabilité émotionnelle, la consommation de substances et les épisodes de comportement suicidaire. C'est précisément pour cette raison que les dossiers médicaux constituent une source absolument essentielle. Ils permettent de saisir les aspects de la vie qui sont développés en dehors du cadre de la présentation de soi ultérieure. Et du fonctionnement psychique, qui se prête moins facilement à une réinterprétation idéologique ou biographique ultérieure. Le quatrième corpus est le livre Kalassi, d'Arkady Rovner. Comme il est indiqué dans l'almanach Acta Samizdat, note du Samizdat, ce roman a été écrit à partir des récits oraux d'un participant du système moscovite, A.L. Dvorkin. Il est également significatif que le Samizdat, Dworkin lui-même, dans son livre Mon Amérique, confirme qu'il connaissait Rovner, qu'il mentionne sous le nom d'Arkady Drodner et qu'il décrit comme une sorte de mentor pour lui. C'est précisément pour cette raison que ce texte a une valeur analytique exceptionnelle. Il a été rédigé à une époque où Dworkin a une valeur analytique exceptionnelle. Il a été rédigé à une époque où Dworkin avait environ 25 ans, c'est-à-dire, comme dans le cas de l'entretien de 1979, bien avant sa formation définitive. De son image publique ultérieure, et avant qu'il n'ait acquis des compétences stables pour contrôler consciemment sa propre autopromotion. La comparaison des détails biographiques, des caractéristiques comportementales et des éléments récurrents de l'intrigue permet à certains auteurs de supposer que, dans le livre de Rovner, Dworkin aurait pu apparaître sous le pseudonyme de Costello Puchov, en comparant les textes autobiographiques ultérieurs de Dworkin avec celui-ci. Dans le reflet narratif précoce de son passé, on retrouve sans cesse les mêmes motifs, réactions émotionnelles et épisodes clés. Les thèmes de la honte, de la culpabilité, de la mort, du pouvoir, du sang, de l'aliénation du milieu collectif, ainsi que des relations tendues et ambivalentes à l'image de Dieu, se répètent. C'est précisément cette récurrence qui revêt la plus grande importance pour l'analyse. Ce n'est pas le détail isolé en lui-même, mais son retour dans différents textes, à différentes époques et sous des formes variées. Car dans l'analyse comportementale et psychobiographique, ce sont justement les motifs durables et reproductibles qui indiquent le plus souvent des conflits intérieurs profonds, lesquels peuvent alors se manifester non seulement dans le langage, mais aussi dans le parcours de vie, le système de croyances et les méthodes d'influence sur autrui. Comme je l'ai déjà mentionné, du point de vue de la criminalité et de l'analyse comportementale, les tueurs en série n'apparaissent généralement pas de nulle part. Leur comportement criminel est habituellement évalué dans un contexte biographique et psychologique, qui inclut les expériences de vie antérieures, la formation des fantasmes, des réactions émotionnelles stables et la manière d'interagir avec l'entourage. Par ailleurs, le modus operandi, c'est-à-dire la façon concrète de commettre le crime, se forme et évolue généralement à partir d'eux. L'accumulation d'expériences criminelles, tandis que la signature ou le mode opératoire personnel, lorsqu'il existe, est plus souvent lié à des besoins psychologiques internes, plus profonds et plus stables, ainsi qu'à des fantasmes. Les chercheurs indiquent également que, dans les biographies de certains tueurs en série, on retrouve fréquemment des expériences traumatiques précoces, une dysfonction familiale, des traits psychopathiques ou antisociaux, ainsi que d'autres facteurs psychopathologiques.
D'après la comparaison des documents disponibles, Alexander Dvorkin a grandi dans un environnement familial qu'il est difficile de qualifier de psychologiquement stable et d'émotionnellement sécurisant. Son père a quitté la famille très tôt, et Dvorkin lui-même a plus tard déclaré explicitement qu'il avait en fait grandi sans père. Cette circonstance est importante en tant qu'élément de la configuration familiale globale. Un rôle significatif dans ce système, d'après les sources, était joué par le grand-père, un homme dur, impulsif et dominant. On sait qu'il a été victime des répressions staliniennes, qu'il a été libéré d'un camp de travail, et dans le roman Kalalassi, le personnage du grand-père est dépeint comme une source de force brute, de jugement et de pression. À l'inverse, la mère, selon les descriptions disponibles, plaçait en son fils des attentes exceptionnellement élevées. Dans les dossiers médicaux de Dvorkin, il est indiqué sa sœur aînée a été suivie depuis l'enfance dans une clinique psychoneurologique. Elle était enregistrée auprès d'un psychiatre et bénéficiait d'une invalidité depuis l'enfance, à cause d'un traumatisme à la naissance. Cet élément autobiographique apparaît également dans certains épisodes du livre Kalalassi d'Arkady Rovner. Dans ce livre, la sœur du héros, associée à Alexandre Dvorkin, présente des problèmes importants liés à la santé mentale. Il est également important de prendre cela en compte comme faisant partie de la répartition globale. Dans l'univers captivant de Kalalassi, cet aspect fondamental du gameplay est particulièrement bien mis en évidence à travers chaque interaction. Le héros, personnage central de cette épopée fantastique, incarne parfaitement cette dynamique. En évoluant au sein d'un environnement riche en détails et en défis constants qui mettent à l'épreuve ses capacités uniques tout au long de son aventure mémorable. Associé au récit oral du jeune Dvorkin, se décrit lui-même comme un garçon que l'on battait ou ignorait, qui avait honte de lui-même, a grandi sans père et a vécu dans des conditions de pression constante et d'humiliation de la part de sa famille. En résumé, ces éléments permettent de parler d'un environnement précoce où se combinait le manque de soutien stable, un haut degré de contrôle extérieur, une expérience chronique de la honte et la difficulté avec l'intégration sociale. C'est précisément ce type de configuration qui revêt une importance particulière pour l'analyse comportementale ultérieure. Du point de vue de l'analyse psychobiographique et médico-légale, la configuration familiale décrite comprend plusieurs facteurs qui, dans la littérature scientifique, ne sont pas considérés comme des causes directes, mais comme des facteurs de risque pour le développement de schémas de comportement antisociaux et inadaptés. Premièrement, l'absence d'un modèle paternel stable et l'instabilité familiale générale sont décrites dans les recherches sur les tueurs en série et les meurtriers sexuels comme des éléments assez fréquents de leur biographie. Combinées à d'autres conditions défavorables, elles peuvent contribuer à l'élaboration de stratégies de compensation liées au contrôle, à la domination et à la recherche de pouvoir. Deuxièmement, la stigmatisation familiale, le vécu chronique de la honte. En troisième lieu, la privation émotionnelle ainsi que le manque flagrant d'un environnement émotionnellement sécurisant durant les phases particulièrement critiques et sensibles du développement de l'enfant ont été étroitement associés, dans le cadre des recherches approfondies menées sur l'attachement affectif et la psychopathologie développementale, à des troubles persistants de la régulation émotionnelle, à des carences affectives notables et à un manque de confiance fondamentale en soi et en autrui, à une absence d'empathie et à un risque accru de comportements antisociaux. Dans une étude portant sur 50 tueurs en série ayant commis des meurtres dans le but d'obtenir une satisfaction sexuelle, il a été indiqué que 50% d'entre eux avaient subi des violences psychologiques dans leur enfance, 36% des violences physiques et 26% des violences sexuelles. Le taux de négligence s'élevait à 18%. Les auteurs ont constaté que les indicateurs de violence psychologique, physique et sexuelle dans ce groupe étaient plus élevés que les normes sociales comparables. Cependant, il existe un indicateur que James Ressler, auteur du livre Maniaque contre Dieu et profileur expérimenté avec plus de 30 ans de service, n'a pas pu ignorer. À la fin de sa deuxième année d'école, donc à l'âge de 8 ans, Alexandre Dvorkin a séjourné dans un camp de pionniers et après 2 semaines, il a escaladé la clôture et s'est enfui. Dvorkin lui-même écrit dans ses mémoires que l'expérience de la vie au camp, rythmée par la trompette et le tambour,
a été pour lui particulièrement négative. Et James Ressler pose une question logique dans son livre. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à un garçon de 8 ans dans ce camp pour qu'il préfère prendre le risque et la punition certaine de la fuite plutôt que d'affronter ce qui s'y passait? D'un point de vue analytique, un tel acte peut être considéré comme une forme d'évitement extrême, c'est-à-dire une réaction où l'expérience intérieure de la menace devient plus forte que la peur des conséquences extérieures. C'est précisément pour cette raison que James Rissler avance l'hypothèse que cet épisode ne s'explique pas seulement par une résistance enfantine à la discipline, mais pourrait être lié à une expérience traumatique plus profonde, y compris une possible violence physique ou sexualisée. Selon le livre Maniaque contre Dieu, qui, comme l'indique l'auteur lui-même, s'appuie dans cette partie sur des témoignages recueillis par Victor Friedman, il existe un récit concernant les années supérieures de Dworkin, vers l'âge de 15 ans, relatant un épisode de violence grave envers un élève d'une classe inférieure. Dans la version de Ressler, il s'agit d'une affirmation selon laquelle le sujet désigné dans le livre comme Alexandre Dworkin aurait commis des violences physiques et sexuelles. Après quoi, selon le même témoignage, la victime aurait été jetée dans une fosse de chantier et recouverte de pierres. Je vais maintenant citer des extraits du livre de Victor Friedman, Le maniaque qui est arrivé au pouvoir, que James Ressler cite dans son document. Je vous préviens à l'avance, il s'agira de descriptions très dures et traumatisantes. C'est pourquoi je recommande aux spectateurs les plus sensibles de passer la partie suivante de la vidéo et de reprendre le visionnage une fois celle-ci terminée. La première chose que Saskia a faite, c'est d'arracher l'écharpe grise du garçon. Il s'en est servi pour lui attacher les mains dans le dos. Il a serré si fort que les nœuds se sont enfoncés dans la peau de l'enfant. Et puis il l'a violé. Là, sur les dalles de béton, parmi la poussière grise et les barres d'armature rouillées. Mais ce n'est pas tout. Le témoignage continue. Saskia a pris la longue écharpe grise et le cartable de l'enfant, puis les a jetés dans la fosse, là où le petit élève de CP était déjà allongé. Et ensuite, il a commencé à jeter des pierres dans la fosse avec une grande force. Il a ordonné à Koktalek de faire la même chose. Mais le garçon respirait encore. Il était vivant lorsque la première pluie de pierres s'est abattue sur sa tête. Il l'enterrait vivant. Mais le plus effrayant dans toute cette scène, c'était les rires. Sacha Dworkin riait de façon sauvage et hystérique, criait des choses incohérentes, s'étouffait dans ce rire infernal, tandis que les pierres broyaient les os de l'enfant. Je suis sûr que ceux d'entre vous qui suivent ma chaîne depuis longtemps et qui connaissent déjà les documents rassemblés sur le réseau d'Alexandre Dworkin se sont habitués au fait que, dans cette affaire, de nouveaux faits choquants apparaissent régulièrement. Mais je l'avoue franchement, même moi, ces témoignages m'ont vraiment bouleversé. Bien sûr, de tels témoignages exigent une vérification indépendante et aussi approfondie que possible. Mais déjà, à ce stade de l'analyse, on peut relever plusieurs circonstances qui sont d'une grande importance pour l'analyse. Premièrement, l'information provient de 2 sources indépendantes. Des témoignages de personnes mentionnées dans le livre de Friedman, cité d'après Ressler, et des détails biographiques reproduits dans le roman Kalassi d'Arkady Jrovner, écrit bien avant que l'image publique de Dworkin ne se forme en tant qu'acteur antisecte Dans le roman Kalassi, le personnage correspondant biographiquement à Dworkin, Kostya Lopukov, est, selon l'analyse de Ressler, décrit dans un contexte qui inclut la mention d'un garçon nommé Jassa et des événements liés à lui, lesquels correspondent à la description de Koktalka dans les documents de Friedman. Le sujet lui-même, dans le livre Mon Amérique, mentionne Arkady Jrovner, sous le pseudonyme d'Arkady Grodner, et confirme ainsi avoir rencontré l'auteur du roman Kalassi, précisant au début de son livre autobiographique « Tous les événements du livre sont réels, certains noms ont été changés ». D'un point de vue d'analyse comportementale, cet événement, s'il s'est réellement déroulé comme il est décrit dans ces témoignages, peut être considéré comme un acte précoce et significatif de violence. C'est l'un des signes possibles de la façon dont un futur schéma de comportement violent commence à se former chez une personne.
Dans la littérature scientifique anglophone, de tels épisodes sont généralement décrits comme des marqueurs précoces d'une violence ultérieure ou comme des éléments précurseurs dans le développement d'un schéma violent. Les chercheurs soulignent que les comportements agressifs précoces sont souvent associés à un risque accru de violences graves et répétées à l'avenir, en particulier lorsqu'ils sont combinés à des traits antisociaux ou psychopathiques marqués. Mais dans cette biographie, il existe aussi une autre histoire cachée, qui, selon les livres de James Ressler, Victor Friedman et l'analyse psychobiographique des journalistes indépendants du portail ActFiles, se développe un peu plus tard, au cours de cette même 9e année. Le personnage central en est Jaza. L'histoire de Jaza est l'élément clé de tout le matériel que j'analyse aujourd'hui. À Kalassi, Jaza apparaît et, selon l'analyse comparative du livre de Victor Friedman, il est mentionné dans un témoignage sous le nom de Koktalek, un camarade de classe de Dvorkin dans les classes inférieures. Silencieux, malade, bègue, coupable, vivant avec sa grand-mère, allant à l'église. C'est un personnage très important. C'est justement à travers Jaza que la question de Dieu entre dans la biographie de Dvorkin à ses débuts. Dans l'un des épisodes du livre Kalassi, Jaza parle de Dieu comme d'une force capable de tendre la main et de frapper n'importe qui. Pour la conscience d'un enfant, ce n'est pas seulement une conversation abstraite sur la religion. C'est aussi l'image d'un pouvoir suprême, d'une punition, d'un mystère et d'un contrôle inaccessible. Et comme le souligne James Ressler dans son interprétation, c'est précisément cette image qui commence ensuite à réapparaître sous différentes formes dans d'autres textes et épisodes, prenant une signification psychologique de plus en plus profonde. Ensuite, si l'on suit la logique des matériaux analysés, il se produit un événement après lequel toute cette ligne biographique change soudainement. À la fin de la 9e année, le proche ami de Dvorkin, Jaza, est retrouvé mort dans les étangs de Sokolniki. C'est précisément cet épisode qui devient clé pour l'analyse psychobiographique qui suit. Dans le matériel des ActFiles, plusieurs fragments de texte sont comparés, et cette comparaison revêt une importance toute particulière. Dans Kalachi, qui sont ici compris comme un reflet littéraire précoce du matériau biographique, la mort de l'ami est décrite avec une retenue émotionnelle presque effrayante. Aliona, proche amie de Jaza et de Kosti Lopukov, que de nombreux auteurs assimilent au jeune Dvorkin, pleure sa mort. Il est fait mention d'un enterrement quelque part à Peredoltino. C'est l'un des quartiers de Moscou. Mais l'épisode lui-même est présenté comme s'il s'agissait d'un événement évoqué en passant, sans émotion marquée, sans développement de réaction émotionnelle, presque comme une remarque secondaire. De nombreuses années s'écoulent après l'écriture de Kalassa, et dans Mon Amérique, un autre fragment apparaît. Dvorkin se souvient que lorsqu'il était encore écolier, le fils de l'une des amies de sa mère s'est noyé, et qu'ensuite on le cachait à cette femme pour ne pas lui rappeler le défunt. Il écrit qu'il redoutait le moment où la grande et imposante silhouette de cette femme apparaîtrait dans le couloir du lieu de travail de sa mère. Et c'est pourquoi il tournait dans la première pièce venue et se cachait derrière une armoire. La comparaison de ce passage avec un texte antérieur, ainsi qu'avec des épisodes du livre de Victor Friedman, devient pour James Ressler l'une des étapes analytiques clés. Dans le livre Maniaque contre Dieu, il interprète ces deux épisodes, aussi bien la scène de Calas que le souvenir de Mon Amérique, comme de possibles reflets du même événement, le meurtre de Jaza. Par ailleurs, cette ligne narrative devient encore plus lourde d'un point de vue psychologique. Dans Kalasik, un épisode montre la visite de la tombe de Jaza, et Ressler y accorde une attention particulière, car c'est précisément là que se concentre tout le nœud des motifs qu'il est difficile de considérer comme fortuits dans le cadre d'une analyse comportementale et psychobiographique. Dans cette scène apparaissent la tombe de l'ami défunt, le visage du noyé, la blessure à la main, le sang sur la neige, la sensation que quelque chose de sombre et de douloureux est sorti du héros, la vision de Jaza mort comme une figure de souffrance et de lourdeur, le motif de la conversation avec le mort, un sentiment d'horreur, un quai abandonné, puis un sentiment d'ennui et de honte en essayant de tout consigner par écrit.
James Ressler voit dans ces scènes, dans son livre, une reconstruction du traumatisme, de la culpabilité et du relâchement intérieur après un meurtre, à travers des images symboliques. La raison pour laquelle Ressler parvient à une telle conclusion devient plus claire si l'on prend en compte le matériau sur lequel il s'appuie, en particulier les témoignages cités dans le livre de Victor Friedman. Et il convient ici de citer le passage correspondant. L'ami connaissait la vérité, car Koktalek savait tout sur ce jour où Dvorkin avait tué l'élève de première année et avait forcé Koktalek à l'aider à recouvrir la fosse de pierre. Elle savait que Saska avait éliminé le seul témoin de son premier meurtre, mais elle gardait le silence. La peur, alimentée par la drogue, était plus forte que la conscience. Lorsque Koktalek a été enterré, l'ami n'a pas cessé de pleurer pendant plusieurs jours, tandis que Saska, lui, il est même pas venu aux funérailles. Comme il l'a dit plus tard à son ami, il n'y est pas allé parce qu'il se serait ennuyé pendant la cérémonie. En réalité, il avait peur de la colère de la mère de Koktalek, qu'il accusait déjà ouvertement à l'époque. De toute évidence, elle soupçonnait la vérité. Et la situation était encore aggravée par le fait que la mère de Koktalek était à la fois l'amie et la collègue de la mère de Dvorkin lui-même. Dans Kalalaki, on retrouve une phrase du personnage principal, associée à Alexandre Dvorkin. La première fois que j'ai pris conscience de moi, c'était en 3e, quand Jaza est mort. Et depuis, je me regarde toujours avec du recul. L'auteur du livre Maniaque contre Dieu souligne qu'il s'agit en fait du langage de la dissociation. C'est le langage d'une personne qui, après un événement extrême, que l'on peut, d'après les témoignages recueillis dans le livre de Victor Friedman, interpréter comme un meurtre, semble se détacher d'elle-même et commence à observer sa propre vie comme à travers une vitre. On peut discuter du degré d'interprétation. On peut se demander jusqu'où les auteurs vont dans leurs conclusions et à quel point ils relient fermement les différents fragments de texte aux événements supposés. Mais malgré tout cela, il est difficile de ne pas remarquer un point important. Dans cette construction biographique, la mort de Jaza apparaît effectivement comme un moment charnière. Après cet épisode, la trajectoire biographique commence à changer de manière particulièrement marquée. Les documents médicaux indiquent que c'est précisément à partir de la classe de 3e que Dvorkin commence à avoir des conflits avec sa mère et à consommer de l'alcool. C'est une indication temporelle très précise. Pas plus tard, pas progressivement, mais bien à partir de la 3e. En classe de 3e, un nouvel élève, Tolja Weinberg, apparaît dans l'entourage de Dvorkin. Dans les textes autobiographiques, c'est justement lui qu'il fait découvrir pour la première fois au milieu hippie. Dans Kalechi, un personnage analogue arrive, accompagné de nouveaux vêtements, de cheveux longs et de drogue. La vie de Dvorkin subit alors une transformation radicale. La fonction que tout cela commence à remplir est également importante. Dans Kalachi, on trouve une phrase de Kostya Lopuchov, dont le prototype était Alexandre Dvorkin. À 17 ans, j'ai compris que la défonce était une échappatoire. Je suis en état d'hypnose et même la mort ne me réveillera pas. Mais il y a parfois des secondes de semi-réveil, grâce à la musique, à une conversation ou à une quelconque saleté. C'est comme un réveil le matin. Saute du lit et va-t'en. Le but du système, c'est de pomper la défonce. La défonce, c'est un travail qui dépasse ce monde. Les systèmes forment des maîtres de la défonce. Dans l'article Act Files, cette ligne est suivie de façon systématique. Consommation de substances, passage à une sous-culture, éloignement de l'environnement normatif, détachement du contrôle familial, fuite devant ses propres conflits intérieurs. D'après les textes autobiographiques d'Alexandre Dvorkin et le roman Kalalasi, Dvorkin est entré à l'Institut pédagogique après avoir terminé l'école et avant d'émigrer aux États-Unis en 1977, d'où il a été exclu pour incompatibilité avec le profil moral attendu d'un enseignant. Grâce aux données d'archives conservées par le portail médiatique russe Tribuna, il est clair ce que l'on entend par cette incompatibilité avec le profil moral d'un enseignant. Dans sa jeunesse, Dvorkin s'est adonné à la toxicomanie et a consommé d'autres drogues, ce qui a probablement conduit à son émigration aux États-Unis. Comme l'a indiqué une de ses camarades de classe, il a été exclu de l'institut.
Il a été contraint d'émigrer, car il sentait qu'il était attiré par un certain mode de vie. Une autre camarade de classe précise « Dvorkin était totalement non agressif, car la réalité qui l'entourait ne l'intéressait pas vraiment, surtout lorsqu'il était sous l'effet de certaines substances chimiques. Il ne venait tout simplement pas en cours, ou bien il apparaissait avec sa bande dans un état quelque peu détaché. À l'institut pédagogique, une personne qui erre dans les couloirs dans un état inapproprié et s'effondre dans les coins était indésirable pour la direction. » Un autre élément venant compléter ces témoignages, mentionné par James Ressler dans son livre, était la participation de Dvorkin à la sous-culture système. Comme il est rapporté dans les Kalalaki, Dvorkin, qui se faisait appeler Kostya Lopushov, était un membre actif de la sous-culture hippie moscovite, connue sous le nom de système. Selon la description dans les Kalalaki, ce milieu se caractérisait par des relations intensément promiscues et des expériences avec des drogues. À cela s'ajoute une déclaration d'Alexandre Dvorkin lors d'un entretien en 1979 où il évoque ce à quoi il se consacrait en Russie avant de partir pour les États-Unis. Non, ici, j'ai tout simplement beaucoup moins de temps libre qu'à l'époque. Là-bas, pratiquement tout mon temps m'appartenait, mais j'étais constamment sous influence. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Un rapport publié sur le portail Act Files comporte une section détaillée consacrée à la polynarcomanie. Un point clé qu'il est important de mentionner dans cette analyse concerne la recherche en neuroimagerie sur la dépendance, soutenue par l'Institut national américain pour l'abus des drogues. Cette recherche montre que la consommation chronique de substances psychoactives, ainsi que l'intoxication elle-même, perturbe le fonctionnement du cortex préfrontal chez les personnes dépendantes. Cela réduit la tolérance à la frustration, altère le contrôle des impulsions et la capacité à évaluer les conséquences, ce qui renforce l'agressivité et les comportements antisociaux et explique les actions impulsives et à risque des personnes dépendantes, ce qui renforce l'agressivité et les comportements antisociaux. Les études neuropsychiatriques indiquent également que des lésions du cortex préfrontal sont souvent constatées chez les personnes présentant un comportement criminel et une tendance à commettre des actes violents. Combiné à une dépendance, le risque d'agression augmente considérablement. Si l'on poursuit l'analyse selon le livre de James Ressler, alors, en examinant les données biographiques d'Alexandre Dvorkin, il attire l'attention sur plusieurs épisodes qui, dans son interprétation, sont associés à des traits que la criminologie relie à des caractéristiques psychopathiques et à diverses formes de comportements problématiques. Par exemple, des épisodes survenus dans un établissement de santé. Après avoir été exclu de l'Institut, Alexandre Dvorkin, selon ses propres dires, a été embauché comme aide-soignant au service de réanimation de l'Institut de cardiologie de la 67e clinique de Moscou. Maintenant, je vous demande de vous arrêter un instant et de bien prendre conscience de ce dont il est question. Une personne qui, dans certains documents analysés, est associée à des thèmes comme la drogue, la violence et la mort, se retrouve aux côtés de ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes, aux côtés de patients gravement malades en unité de soins intensifs. C'est précisément pour cette raison que ce tournant biographique revêt une importance analytique particulière. Car ensuite, en s'appuyant sur les témoignages recueillis par Victor Friedman, Ressler aborde des épisodes encore plus graves. Selon ces témoignages, le sujet, tel qu'il est désigné dans le livre, a expérimenté le dosage de médicaments administrés aux patients du service de réanimation pendant sa période de travail dans cet établissement de santé, ce qui a entraîné des conséquences fatales. Si l'on poursuit du point de vue de l'analyse comportementale, telle que pratiquée par James Ressler, alors l'accès à des personnes vulnérables, des patients en état critique, combiné à l'intérêt décrit pour les substances chimiques depuis les années scolaires, constitue déjà un marqueur hautement significatif dans l'élaboration d'un profil comportemental. Dans la littérature criminologique, des circonstances similaires sont associées à ce que l'on appelle les prédateurs médicaux, ou, comme on les surnomme aussi, les anges de la mort. En travaillant comme brancardier au service de réanimation du 67e hôpital municipal de Moscou, Dvorkin a, selon les informations rapportées dans le livre de Victor Friedman, eu un accès illimité à des patients mourants et sans défense, ainsi qu'à des médicaments très puissants. C'est précisément là, selon cette interprétation, que son complexe d'omnipotence s'est définitivement formé. Un besoin pathologique de décider qui vivra et qui mourra,
associé à l'expérience du pouvoir sur l'agonie humaine. Cependant, une criminalité polymorphe signifie que l'auteur ne se limite ni à un seul type de victime, ni à une seule méthode pour commettre ses crimes. Ce terme met en évidence l'absence de spécialisation étroite chez le délinquant potentiel et le fait que la force motrice n'est pas un fétiche ou une situation particulière, mais une orientation antisociale générale de la personnalité et un besoin de violence en tant que tel. Dans ce contexte, il convient de mentionner un autre élément analytiquement significatif considéré comme un facteur important dans la reconstruction psychobiographique globale. Des informations concernant les antécédents psychiatriques d'Alexandre Dvorkin. À l'écran, vous pouvez maintenant voir les sources selon lesquelles un diagnostic de cyclothymie lui a été posé. Un trouble du spectre affectif caractérisé par des fluctuations d'humeur entre des états subdépressifs et hypomaniaques. Combiné aux facteurs déjà évoqués, tels que l'instabilité familiale, la consommation de substances psychoactives, les témoignages de violence et les signes d'une tendance persistante à infliger des préjudices psychologiques et physiques à autrui, ce diagnostic prend une importance particulière en tant qu'élément d'une configuration psychobiographique plus large. C'est précisément dans un tel ensemble que, selon la logique des documents analysés, se forme un profil de personnalité comparable à celui d'un auteur de violence en série hautement organisé. James Ressler, dans son livre Maniaque contre Dieu, rapporte ce qui suit. C'est justement pour cette raison que Dvorkin n'est pas resté éternellement en réanimation. Tuer en secret dans l'obscurité d'une chambre d'hôpital ne lui suffisait plus. Son narcissisme, gonflé à des proportions pathologiques, exigeait de la publicité. Il avait besoin de sortir de l'ombre tout en conservant la possibilité de détruire des gens. Et il a trouvé un moyen génial, transformer ses penchants sadiques en une mission socialement approuvée. À la place de la seringue, une chair. À la place du poison, des instruments de déshumanisation. Dans ce même livre, un chapitre consacré à la période d'émigration d'Alexandre Dvorkin aux États-Unis est intitulé « L'incubateur américain ». Rien que le titre pose déjà le cadre d'interprétation. L'auteur considère la période américaine non seulement comme un épisode biographique, mais aussi comme un environnement où la personnalité continue de se former et où certains schémas de comportement se renforcent. Si l'on suit cette logique, alors à son arrivée aux États-Unis, Dvorkin commence à se forger une nouvelle identité. Il n'est plus un adolescent marginal soviétique, ni un étudiant à la trajectoire déviante, mais une personne avec un statut social différent. Licencié, théologien, participant à un environnement religieux et idéologique. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'un changement de pays, mais d'une transformation du rôle social et du statut symbolique. Parallèlement, selon les informations présentées dans l'émission télévisée russe Vremyako, Alexandre Dvorkin se retrouve lié à l'organisation controversée CAN, Cult Awareness Network, composée de personnes qui, d'après de nombreux témoignages, présentaient des traits déviants similaires. Ted Patrick, fondateur de la CAN, a été condamné à plusieurs reprises pour enlèvement. Rick Alan Ross, qui a fait l'objet de poursuites judiciaires en raison de ses activités liées aux déprogrammation forcée. Steven Hassan, qui apparaît dans de nombreuses sources en lien avec des pratiques impliquant la déprogrammation forcée, des enlèvements, la détention illégale de personnes et d'autres abus graves commis sous couvert de lutte contre les sectes. Les documents judiciaires américains et les sources d'archives rapportent en outre que les activités liées à la CAN et à l'environnement anticulte du déprogrammation étaient dans de nombreux cas accompagnés d'enlèvements, de privations illégales de liberté et d'autres formes de violences physiques et sexuelles. C'est précisément pour cette raison que ce contexte revêt une importance analytique. Cela montre dans quel environnement idéologique et pratique s'est poursuivie la formation de Dvorkin durant sa période américaine. Ce qui importe, ce n'est pas seulement l'existence même de ce contexte, mais aussi son influence probable sur la formation ultérieure de la rhétorique de Dvorkin.
Une analyse comparative de ses publications, conférences, interviews et interventions publiques montre qu'il adopte clairement, dans son vocabulaire, sa terminologie et sa construction narrative, la rhétorique anti-secte précédemment développée et popularisée dans le contexte américain par Steven Hassan. En outre, une analyse linguistique comparative permet de se demander si une part importante de ce que Dworkin a ensuite présenté comme sa propre conception de la sectologie ne constitue pas en réalité une réinterprétation adaptée de schémas antisectes américains déjà existants. Néanmoins, même dans ce contexte, pour l'analyse de ce chapitre américain, les questions d'environnement et d'influence idéologique ne sont probablement pas les seules, les plus importantes, mais aussi tout un ensemble d'autres circonstances. Des épisodes liés à la mort de plusieurs personnes qui se trouvaient dans l'entourage immédiat de Dworkin et jouaient dans sa vie le rôle de mentor, de protecteur ou de personne ayant facilité sa progression. Alexandre Schmemann, en décembre 1983, alors prêtre et doyen du séminaire Saint-Vladimir, est décédé d'un cancer. Johann Miellendorf, juillet 1992. C'est pourquoi Gerej, le successeur de Schmemann au poste de doyen, est mort d'un cancer. Bled Kaleda. Novembre 1994. Par conséquent, Yerej, le principal scientifique de Dworkin après son retour en Russie, est décédé d'un cancer. Veuillez prêter attention à un point précis. Tous les trois sont morts d'un cancer. J'analyserai ce point en détail séparément, mais déjà maintenant, il est important de noter ce que souligne James Ressler. Chacun de ces décès coïncide dans le temps avec une étape de l'ascension sociale, académique ou professionnelle de Dworkin. En même temps, aucun d'eux n'était un étranger pour Dworkin, mais au contraire un mentor ou un protecteur, c'est-à-dire une figure qui, grâce à un contact étroit et de longue durée avec lui dans le milieu académique et ecclésiastique, pouvait observer non seulement son masque social, mais aussi les véritables traits de sa personnalité, y compris ses schémas pathologiques et déviants que nous avons analysés aujourd'hui. Il est également significatif de voir comment Dworkin lui-même décrit ses décès dans ses mémoires. Ressler attire particulièrement l'attention sur la formulation « un sentiment de présence particulière d'une visite divine, d'accomplissement, de plénitude, de victoire ». Dans le cadre de l'analyse narrative, le mot « victoire », utilisé dans le contexte de la mort d'un proche, agit comme un marqueur affectif atypique et peut indiquer une relation émotionnelle particulière à l'événement de la mort. Dans les études spécialisées, des réactions similaires sont considérées comme potentiellement liées à la perception de la mort d'autrui, soit comme la suppression d'un obstacle, soit comme la confirmation de sa propre puissance, ou encore comme une manifestation d'une profonde identification au rôle de celui qui décide du destin des autres. Ainsi, sur la base des matériaux analysés, nous avons établi une trajectoire psychobiographique. Une enfance dans un environnement familial pathologique. Les premiers actes de violence en classe de 3e. La dépendance aux drogues. Le travail en unité de soins intensifs, associé à des manipulations mortelles de médicaments sur des patients sans défense. L'émigration vers les États-Unis, la construction d'une nouvelle identité sociale et idéologique, une série de décès de mentors. Si l'on suit la logique proposée par James Ressler, un mécanisme bien connu de l'analyse comportementale commence à se dessiner. Dès que le prédateur a épuisé les possibilités de son environnement actuel, il change d'espace, mais pas sa structure intérieure. Dans cette interprétation, la période américaine devient pour Dworkin une sorte d'incubateur. C'est précisément là qu'il acquiert ce qui lui faisait auparavant défaut. Une façade respectée de théologien, un langage institutionnel, une couverture idéologique et un contact avec un milieu où la pratique d'une déprogrammation violente était présentée comme une lutte pour le salut. En d'autres termes, on peut, dans cette interprétation, parler d'un certain passage à un autre niveau. Alors qu'auparavant, certains épisodes problématiques dans les documents biographiques étaient plutôt évoqués de façon fragmentaire, par exemple des épisodes décrits dans certaines sources comme violents ou déviants, à un stade ultérieur, selon ces analyses, ils sont replacés dans un cadre qui paraît socialement plus acceptable,
par exemple à travers un discours professionnel, une rhétorique religieuse ou des activités axées sur la lutte contre les sectes dangereuses. C'est précisément pour cette raison que, dans la logique de Ressler, l'étape suivante consiste à retourner en Russie. En 1992, Dworkin revient, et c'est à partir de ce moment-là que commence en fait la mise en place rapide d'un appareil institutionnel, fondé sur une idéologie anti-secte qui acquiert progressivement l'accès aux mécanismes ecclésiastiques, professionnels, médiatiques et étatiques. Si l'on examine la chronologie sous l'angle d'un raisonnement d'enquêteur, on peut discerner dans cette interprétation un certain modèle progressif d'influence institutionnelle et d'action régulatrice sur les structures de l'État. En 1992, immédiatement après son retour en Russie, Dworkin a commencé à travailler au département de catéchèse de l'Église orthodoxe russe, à Moscou. Ce département s'occupait de la coordination de l'éducation spirituelle et morale, ainsi que de la coopération de l'Église avec les structures éducatives de l'État. L'année 1993. Fondation du Centre d'études religieuses de Saint-Irénée de Lyon. Et cela se fait avec la bénédiction officielle du patriarche Alexis II. Ainsi, Dworkin obtient sa première source institutionnelle importante, le statut de défenseur de la religion officielle du pays. Et avec cela, un puissant bouclier symbolique. Mais le plus important se passe dans l'ombre. La même année, en 1993, Dworkin part au Danemark, dans la ville d'Aarhus, pour un séjour d'études chez Johannes Haggard, une personnalité qui, selon de nombreuses sources, a repris les méthodes du centre apologétique nazi dirigé par Walter Künneth. Et ici, il n'est pas seulement question des études elles-mêmes, mais aussi du cercle de personnes présentes pendant celles-ci. C'est précisément dans de tels endroits que commencent à se créer des liens transnationaux, qui fonctionneront plus tard comme un réseau. Et l'une des cellules de ce réseau existe même ici, en République tchèque. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. L'année 2006. La création de la RACIRS, c'est-à-dire l'Association russe des centres pour l'étude des religions et des sectes. En réalité, il ne s'agit plus d'un centre isolé, mais d'une structure faissière qui regroupe les pôles anti-sectes auprès des éparchies et des institutions apparentées dans tout le pays. Autrement dit, à ce stade, Dworkin obtient non seulement une plateforme, mais aussi sa propre verticale d'influence. Et ensuite arrive l'année 2009. C'est précisément cette année-là. James Ressler, dans son livre « Un maniaque contre Dieu », la considère comme une année charnière. Dans son interprétation, il s'agit du moment du triomphe institutionnel définitif. Dworkin devient en même temps président du Conseil d'experts pour la réalisation de l'expertise religieuse d'État auprès du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, ainsi que vice-président de la FECRIS, la Fédération européenne des centres de recherche et d'information sur les cultes et les sectes. Rendons-nous compte de ce qui s'est passé. Le même homme, sans formation spécialisée en sciences des religions, avec des antécédents psychiatriques, des informations avérées sur une consommation précoce et prolongée de substances psychoactives et, selon les sources analysées, des soupçons de décès, y compris de possibles meurtres d'un petit garçon et d'un camarade de classe, en troisième, s'est retrouvé à la tête d'un organe d'expertise d'État en Russie et a occupé un poste de direction dans une organisation européenne de statut international. Savez-vous ce que cela signifiait réellement ? Cela signifiait que sa classification anti-culte et sa terminologie commençaient à bénéficier immédiatement de deux sources de légitimité, étatique et internationale. En d'autres termes, la même conception idéologique anti-culte a commencé à apparaître simultanément comme un avis d'experts interne en Russie et comme une opinion respectée à l'extérieur sur les plateformes internationales. Et qui l'a réellement nommé à cette fonction d'État ? L'ancien ministre de la Justice, Alexandre Konovalov, qui selon plusieurs sources a été l'élève de Dworkin à l'Institut orthodoxe Saint-Icône. Ce point en lui-même nécessite une analyse à part entière, car il nous amène à nous interroger non seulement sur les nominations officielles, mais aussi sur les liens personnels à travers lesquels, selon certaines interprétations, certains cadres idéologiques des initiatives antisectes auraient pu se diffuser au sein de cercles politiques et institutionnels choisis, potentiellement jusqu'au niveau de l'appareil présidentiel, mais cela constitue déjà un sujet à analyser séparément.
Alors, comment exactement ce mécanisme attribué au réseau antisecte peut-il tuer? Comment peut-il briser des vies humaines? Si l'on analyse les rapports sur les droits de l'homme de l'USCIRF et d'autres organisations documentant les violations des droits et libertés des personnes, que l'on procède à une analyse croisée des publications émises par les représentants du réseau antisecte, que l'on examine leur chaîne internationale de relations et la manière dont ils s'articulent entre eux, on peut alors se rapprocher d'une reconstitution de leur méthodologie. Ce modèle peut ensuite être décomposé en plusieurs étapes successives d'une certaine logique opérationnelle, qui, selon les documents analysés, se manifeste sous différentes formes dans de nombreux pays, y compris la Russie, l'Ukraine, la République tchèque, la Slovaquie, l'Italie, la France, les États-Unis, la Chine et d'autres juridictions. Où observe-t-on la présence d'initiatives antisectes? La première étape consiste en une désignation stigmatisante. Le groupe cible, défini par les représentants du réseau antisecte, reçoit une étiquette stigmatisante, telle que secte, culte, secte totalitaire. La fonction clé de cette étiquette est de faire passer l'objet de la stigmatisation de la catégorie de membres ordinaires de la société à celle de personnes différentes des autres, distinctes. Dangereux. La deuxième étape est la légitimation pseudo-experte. Après la première désignation, des experts connexes interviennent dans le processus, spécialistes des religions, experts en sectes. Par le biais de publications, d'entretiens, de conférences et d'interventions médiatiques, ils donnent à la stigmatisation initiale une apparence de justification scientifique et académique. En d'autres termes, l'étiquette ne semble plus être une opinion personnelle, mais plutôt une conclusion d'experts, apparemment fondée scientifiquement. La troisième étape est la sécurisation dans le contexte d'une menace à la sécurité. À cette étape, la menace sectaire construite est délibérément traduite dans le langage de la sécurité nationale, de l'extrémisme, du terrorisme et des questions de sécurité publique. C'est précisément à cette étape que le réseau antisecte obtient la possibilité d'impliquer dans la campagne de persécution non seulement les médias et les pseudo-experts, mais aussi les autorités chargées de l'application de la loi, les services secrets et les mécanismes administratifs. La raison en est simple. À ce stade, l'objet n'est plus présenté simplement comme un groupe gênant, incompris ou alternatif, mais comme une prétendue menace pour l'État, la société et l'ordre public. Et dès que cette confusion s'installe, le plus dangereux commence. L'appareil d'État ne se joint plus à la protection des droits de ses propres citoyens respectueux des lois, mais à leur répression et à leur oppression, sous prétexte de lutter contre une menace supposée. Cela conduit à la quatrième étape, l'abus des mécanismes juridiques. Ensuite, la pression commence déjà au niveau juridique et procédural. Des plaintes adressées au parquet, initiées par des militants antisectes, des plaintes collectives, des perquisitions domiciliaires, des procédures judiciaires dans lesquelles les pseudo-expertises à la conclusion prédéterminée jouent un rôle important. Les documents analysés soulignent que de tels rapports d'expertise sont produits au sein du même milieu antisecte, qui commence par créer artificiellement un récit accusateur, puis fournit lui-même la justification experte pour l'appuyer. À ce sujet, j'en ai parlé en détail dans l'une de mes vidéos précédentes. La cinquième étape consiste en la désintégration sociale du groupe cible ou de l'individu par le réseau antisecte. Le résultat final est la désagrégation de la structure sociale entourant la personne ou le groupe. Les gens perdent leur emploi, font face à la rupture de leurs liens familiaux et professionnels et subissent de lourds traumatismes psychologiques, comme cela a été documenté dans de nombreux cas. Ce processus a-t-il été accompagné de violences directes ou a-t-il entraîné des suicides? C'est précisément cet effet d'exclusion, d'isolement et de destruction qui, selon la logique de James Ressler, est considéré comme l'un des résultats clés du fonctionnement de l'ensemble du système antisecte. Et c'est précisément pour cette raison que, si l'on se base sur les données de l'analyse comportementale, Alexander Dworkin n'apparaît pas comme une figure isolée. Dans cette interprétation, se dessine autour de lui l'image de liens transnationaux à plusieurs niveaux, au sein desquels, selon les documents analysés, les différentes fonctions sont réparties.
Certains créent des pièges, d'autres assurent une couverture d'experts, d'autres encore traduisent ces cadres dans les sphères médiatiques et juridiques, et d'autres exercent des pressions au niveau local. Alexandre Dworkin lui-même affirme qu'aucune organisation antisecte officielle n'existe. Regardez cet extrait. Eh bien, l'antisectarisme, je représente l'antisectarisme, mais il n'existe aucune organisation dans aucune section. Dans les sectes, il y a une organisation avec un leader, des membres, des règles, etc. Ces partisans adoptent généralement une position similaire. Il n'existe aucun réseau. Cependant, il est nécessaire d'apporter ici une précision essentielle. Du point de vue du droit et de l'analyse des formes d'activité organisées, l'existence d'un réseau ou d'une coordination ne se limite pas à l'existence d'un seul document signé, de statut ou d'une structure formellement enregistrée. D'autres caractéristiques sont essentielles: un objectif commun, la coordination des actions, la répartition des rôles et la reproductibilité d'un modèle de comportement uniforme. Le procès de Nuremberg a condamné les criminels nazis précisément de cette manière. Ils n'avaient pas de document commun signé. Leur culpabilité a été prouvée par une idéologie commune, un objectif partagé et des actions coordonnées. C'est pourquoi la question suivante se pose. S'il ne s'agit pas d'un ensemble aléatoire d'individus disparates, comment ce système est-il organisé ? Si l'on part du principe qu'il ne s'agit pas d'une organisation formelle au sens bureaucratique strict, mais d'un réseau reproductible avec une idéologie commune, un objectif partagé et des activités coordonnées, alors on peut analyser son architecture interne selon différents niveaux. Selon certains documents analysés, le premier niveau de cette structure est le noyau idéologique, représenté par exemple par le Centre Irénée de Lyon et l'Association russe des centres d'études des religions et des sectes, RACIRS. C'est précisément au sein de ces structures que, d'après les sources disponibles, sont formulés certains cadres de classification et une terminologie spécifique. C'est dans ce cadre que certains groupes sont qualifiés de sectes, de cultes destructeurs ou de groupes totalitaires. En d'autres termes, selon cette interprétation, c'est ici que se forme un langage qui peut ensuite servir d'outil d'exclusion sociale, de délégitimation et de pression à l'encontre de ces groupes. Le deuxième niveau est la légitimation internationale. Il s'agit de la FECRIS, une plateforme européenne qui confère une respectabilité extérieure à l'agenda antisecte. La présence d'un statut consultatif auprès des institutions internationales donne à un observateur extérieur l'impression qu'il ne s'agit pas d'une campagne idéologique, mais d'une structure experte, reconnue, faisant autorité et institutionnellement légitime. Et j'aimerais particulièrement souligner qu'il est avéré que la FECRIS reçoit un soutien financier du gouvernement français. Selon certaines interprétations, on peut donc envisager que les fonds des contribuables européens puissent servir à soutenir un environnement dont les schémas observables sont associés à une action informationnelle coordonnée, à la stigmatisation et à une pression systématique, parfois comparée sur le plan analytique à la logique des opérations d'information et à des mécanismes plus larges de menaces hybrides. Le troisième niveau correspond aux nœuds exécutifs nationaux. C'est précisément à ce niveau que l'idéologie générale est traduite en campagne locale. À ce stade, il n'y a plus seulement des centres, mais aussi des personnes concrètes au niveau local qui interviennent. Des journalistes, des pseudo-experts, des spécialistes des religions, des activistes, des intermédiaires administratifs, qui adaptent le récit antisecte général aux spécificités politiques, juridiques et médiatiques de chaque pays. Et c'est précisément ici que commence ce qu'il y a de plus révélateur. Parce qu'une fois que l'on descend du schéma général au niveau d'un pays concret, on voit précisément comment ce système commence à fonctionner dans la pratique. Prenons l'exemple de l'Ukraine. Et pour illustrer cela, je vais citer un extrait auquel James Ressler fait référence dans son livre. Irina Kremenovskaya, directrice du Centre d'études économiques et juridiques et du portail internet Govri, est manifestement devenue une figure importante du mouvement russe antisecte en Ukraine. Et en réalité, elle agissait comme une agente de l'Église orthodoxe russe. Comme on peut le constater, après le départ d'une autre figure clé, Pavel Brojdé,
Kremenovskaya a tenté de prendre la place de principale militante antisecte au sein de l'association russe des centres d'études des religions et des sectes, Rasirs, en Ukraine. De nombreux témoignages indiquent que sa rhétorique et ses activités sont étroitement alignées sur les campagnes de désinformation russes et montrent une coordination directe avec le réseau antisecte russe dirigé par Alexandre Dvorkin. Cette collaboration vise manifestement à diviser la société ukrainienne, à réprimer ses droits et libertés et à justifier les actions militaires de l'agresseur sur le territoire ukrainien. Une analyse croisée des documents disponibles sur Internet permet d'aboutir à cette conclusion. Et c'est précisément ce que souligne James Ressler dans son livre « Maniaque contre Dieu », à savoir qu'Irina Kremenovskaya était étroitement liée à la communauté des Dog Hunters, c'est-à-dire à des groupes pratiquant de façon systématique et la mise à mort cruelle d'animaux errants. Et voici l'essentiel. Il ne s'agit pas d'un détail biographique anodin concernant une personne quelconque, mais d'une partisane idéologique concrète du réseau anticulte coordonné par Alexandre Dvorkin depuis Moscou. Cela signifie que ce fait doit être évalué dans le contexte de la logique interne globale de ce milieu. C'est fondamental pour l'analyse comportementale. Dans la littérature criminologique et en psychologie clinique, la maltraitance des animaux est depuis longtemps considérée comme un marqueur évident d'agressivité et de comportement déviant, en particulier lorsque cette pratique est systématique et associée à une fixation sur l'infliction de la douleur, le contrôle et l'impunité. C'est précisément pour cette raison que James Ressler ne voit pas dans l'affaire Kremenovska un changement de nature du comportement, mais plutôt un changement d'objet et d'outils. D'abord les animaux, ensuite les humains. D'abord l'infliction directe de la douleur, puis le harcèlement, la persécution, les accusations fabriquées et la pression exercée par des mécanismes juridiques et pseudo-experts. Et si l'on replace cela dans le contexte du réseau antisecte d'Alexandre Dvorkin, il est évident que seule la forme change et non la logique interne de la violence. Et ce qui est particulièrement révélateur. À une époque où l'activité de Kremenovska liée à l'abattage de chiens était déjà publiquement dénoncée en Ukraine, elle continuait pourtant à se présenter comme une protectrice de la société contre la menace des attaques de chiens errants. Mais appelons les choses par leur nom. Peut-on vraiment considérer comme une protection de la société, d'après les documents disponibles, des propos exprimant du plaisir à entendre les gémissements d'animaux mourants d'empoisonnement ? Peut-on qualifier de protection de la société une pratique où un être vivant devient l'objet d'une souffrance infligée de manière systématique ? Un autre point est particulièrement important ici. Son intérêt constant pour différents produits utilisés pour tuer les animaux. Dans l'une de mes vidéos précédentes, j'ai déjà abordé ce sujet en détail, y compris en montrant des extraits où Kremenovska elle-même énumère les substances utilisées. Il s'agissait précisément de produits qui, selon ses propres dires, étaient censés être utilisés pour soigner les chiens. Et si l'on ne considère pas cela isolément, mais dans le contexte du réseau anticulte dont elle serait, d'après les faits disponibles, une représentante, l'image devient encore plus parlante. Car nous n'avons pas seulement affaire à une personne qui pratique la maltraitance animale. Nous sommes face à une représentante d'une structure qui trouve son origine en Russie et qui est coordonnée par Alexandre Dvorkin. Les documents analysés à son sujet révèlent également un intérêt particulier pour la violence, le contrôle, les victimes vulnérables et les moyens de causer du tort. C'est pourquoi, à mon avis, cette ressemblance ne semble certainement pas être le fruit du hasard. Selon les documents analysés, cela se manifeste aussi bien dans le choix de la cible que dans l'intérêt pour des substances utilisées comme instrument de mise à mort, ainsi que dans la tentative ultérieure de dissimuler tout cela sous une rhétorique d'utilité sociale. En d'autres termes, c'est surtout la justification qui change. Dans cette interprétation, la logique interne reste similaire. D'abord, il y a l'infliction de la douleur, ensuite sa justification idéologique, puis le transfert de ce modèle sur des personnes qui, dans les documents analysés, sont désignées comme les cibles des activités anticultes.
Aujourd'hui, Kremenovska se présente déjà dans un autre rôle. En tant qu'experte des sectes et protectrice de la société contre la menace qui serait censée émaner de sectes dangereuses et destructrices. Or, d'après les documents analysés, elle est l'une des principales participantes à la campagne visant à discréditer et à poursuivre en justice les bénévoles d'Allatra en Ukraine. Je dois souligner qu'Allatra est une plateforme citoyenne internationale basée à Atlanta, aux États-Unis, qui réunit des scientifiques, des experts et des représentants de divers domaines et professions provenant de plus de 180 pays. Ces personnes agissent ensemble sur une base bénévole dans le but d'étudier de manière approfondie les risques climatiques, géodynamiques et écologiques, de sensibiliser la communauté scientifique à ces menaces, de promouvoir la coopération multilatérale dans la recherche de solutions durables aux risques climatiques, géodynamiques et écologiques, de sensibiliser la communauté scientifique à ces menaces, de promouvoir la coopération multilatérale dans la recherche de solutions durables aux défis existentiels mondiaux et de mener des actions visant à protéger les droits humains et les libertés fondamentales. Voici quelques exemples des activités d'Allatra sur la scène internationale. Participation au sommet climatique de l'ONU COP29 à Bakou, à la conférence de l'ONU sur la biodiversité COP16 en Colombie, à la 16e, la session de la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, en Arabie Saoudite et à la COP30, au Brésil, la conférence Unis dans la liberté, l'essor des diplomates spirituels, sous la direction de Mark Burns, dans le complexe du Capitole à Washington, D.C., États-Unis, sur la plateforme Allatra. La conférence La liberté porte le nom d'Ukraine, organisée par le pasteur Mark Burns et l'initiative des diplomates spirituels sur la plateforme Allatra à Washington, D.C., États-Unis. Conférence au Parlement européen. Nanoplastique, liens cachés et risques émergents, organisé par le député européen Ondrej Knotek et le Centre mondial de recherche Allatra. Lancement d'un programme commun de coopération entre le vice-ministre bolivien de la Défense civile et le Centre mondial de recherche Allatra, axé sur l'amélioration de la qualité de la prise de décision étatique et le développement d'un système global de gestion des risques face aux défis climatiques et géodynamiques. Mise en avant de la question de la dangerosité de la rhétorique stigmatisante antisecte lors de forums internationaux, y compris lors des sessions de l'OSCE consacrées à la dimension humaine, afin d'alerter la communauté des droits de l'homme et les experts concernés sur ce problème en tant qu'enjeu lié aux normes internationales de protection des droits humains, afin d'alerter la communauté des droits de l'homme et les experts concernés sur ce problème en tant qu'enjeu lié aux normes internationales de protection des droits humains. La bénédiction apostolique du pape François, accordée au mouvement Allatra et à sa présidente Marina Ovsinova pendant son pontificat, en soutien aux activités du mouvement dans le domaine de la protection de l'environnement et de la préservation de la création. Le pape actuel, Léon XIV, également, a accordé sa bénédiction apostolique le 17 juin 2025, offrant ainsi une source d'inspiration supplémentaire à la présidente d'Allatra, ainsi qu'à tous les bénévoles pour leur travail dévoué dans le cadre de la mission du mouvement. Depuis 2015, Allatra fait l'objet d'une campagne de diffamation organisée et de stigmatisation menée par des structures russes antisectes, coordonnées par Alexandre Dvorkin, telles que le RACIRS, ainsi que par des organisations liées à l'Église orthodoxe russe. Dans ce contexte, les bénévoles ont décidé d'étudier eux-mêmes ces actions destructrices et d'en documenter les méthodes ainsi que l'impact sur la société, les droits fondamentaux et la démocratie en tant que telle. Il s'agit d'une activité analytique et de recherche visant à protéger à la fois les droits des bénévoles d'Allatra et ceux de chaque individu dans la société. En dépit des activités publiques et internationales ouvertes d'Allatra, il a été constaté qu'Irina Kremenovskaya, sur sa plateforme présentée comme un média journalistique, ne se contente pas de reprendre de faux récits antisectes d'origine russe visant Allatra, mais décrit également sa propre participation à l'initiation de la persécution de citoyens respectueux des lois, devenue la cible d'une campagne médiatique orchestrée par un réseau antisecte, coordonné par le centre moscovite dirigé par Alexandre Dvorkin. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une simple observatrice, mais d'une actrice active de l'agenda antisecte russe dans l'espace médiatique et juridique ukrainien. Avec son allié idéologique Alexei Sviatogor,
qui, selon ASP News, serait lié à la mort de plus de 3000 chiens et contre qui des témoignages d'abus sur mineurs dans un orphelinat ont également été rendus publics, Irina Kremenovska est devenue, de fait, un instrument de l'action juridique du réseau antisecte en Ukraine. C'est précisément par le biais de ce lien que naissent des expertises infondées, que se construisent des récits accusateurs et que s'enclenchent des procédures dont les conséquences se manifestent non seulement dans des campagnes médiatiques diffamatoires, mais aussi dans des démarches qui perturbent la vie de citoyens respectueux des lois. Au moment de la préparation de ce document, selon des sources ouvertes, tant Irina Kremenovskaya qu'Alexis Sviatogor apparaissent dans un contexte pénal en Ukraine, en lien avec des accusations d'incitation à la haine et de collaboration avec l'ennemi. Cela ne fait que confirmer la conclusion générale. Il ne s'agit pas d'une activité locale spontanée, mais bien du relais exécutif ukrainien de la même technologie antisecte qui a été créée, idéologiquement façonnée et lancée depuis un centre russe lié à Alexandre Dvorkin. Le cas Alatra comme modèle de démonstration. D'après l'analyse des documents disponibles, le cas de la persécution d'Alatra constitue probablement l'une des illustrations les plus complètes de la manière dont le modèle opérationnel attribué au réseau antisecte peut se manifester par étapes. Entre 2015 et 2016, la première stigmatisation de l'organisation a eu lieu dans l'espace médiatique russe, avec l'utilisation d'étiquettes déshumanisantes, telles que secte et culte destructeur, initiées par des représentants de l'Église orthodoxe russe liés au RACIRS. L'évolution de la campagne en Ukraine, la transformation du discours antisecte en une secte pro-russe et en une secte de Poutine. Le 8 août 2023, l'organisation a été déclarée indésirable en Russie. Des perquisitions domiciliaires ont commencé. Des cas de recours à la violence contre d'anciens bénévoles par des membres du FSB ont été signalés. Des procédures pénales et administratives sont engagées, avec des erreurs procédurales objectives et graves de la part des autorités compétentes. Le 2 novembre 2023, les autorités ukrainiennes chargées de l'application de la loi ont mené des actions contre les représentations d'Alatra, ces démarches étant, dans les documents analysés, associées à des expertises mensongères et falsifiées préparées par la cellule RACIRS en Ukraine. En 2024, une vaste campagne médiatique anti-secte a eu lieu en Tchéquie et en Slovaquie. Selon l'analyse, environ 400 publications ont été diffusées en l'espace de 3 semaines, le 24 juin 2025. Déclaration d'Alatra comme organisation extrémiste en Russie. Il convient de souligner une anomalie d'importance analytique dans ce cas. En Ukraine et sur les plateformes anti-sectes occidentales, Alatra est présentée comme une secte pro-russe, tandis qu'en Russie, elle est considérée comme pro-ukrainienne et extrémiste. Cette désignation mutuellement exclusive montre que le cadre stigmatisant s'adapte au contexte politique local et non aux caractéristiques objectives du groupe ciblé. C'est précisément pour cette raison que le cas Alatra est important dans cette analyse, non pas comme un épisode isolé, mais comme un modèle démonstratif. Il montre comment le réseau antisecte, coordonné depuis un centre russe, transforme étape par étape la stigmatisation en pseudo-expertise, la pseudo-expertise en intervention coercitive et une campagne locale en un système transnational de persécution. Et il est important d'en être conscient. Le cas Alatra n'est qu'un exemple parmi d'autres, même s'il est particulièrement révélateur, où la structure et la méthodologie du réseau antisecte transnational apparaissent de façon particulièrement claire. Dans le discours sur les droits de l'homme et dans la recherche, on recense de nombreux autres cas où des associations religieuses, des initiatives citoyennes, des représentants politiques ou même des individus ont été la cible de telles actions. La simple énumération de ces cas prendrait déjà énormément de temps. Pour moi, il est cependant important de ne pas me lancer dans une énumération sans fin, mais de poursuivre l'analyse de la structure même de ce réseau transnational à plusieurs niveaux. La Tchéquie présente à cet égard un intérêt particulier. C'est précisément ici que l'on voit particulièrement clairement, d'après les documents analysés,
comment le modèle du réseau anti-secte peut se manifester dans un environnement démocratique européen et comment il peut avoir un impact négatif sur son fonctionnement de l'intérieur, via les médias, les institutions d'experts et les mécanismes de réputation, via les médias, les institutions d'experts et les mécanismes de réputation. Dans l'espace informationnel tchèque, c'est surtout le niveau médiatique de l'amplification qui est visible. Il s'agit de journalistes et de projets d'information par lesquels des récits déshumanisants et stigmatisants sont systématiquement diffusés dans l'espace public, à l'encontre de certains groupes sociaux, d'initiatives citoyennes et d'individus, y compris des responsables politiques, à l'encontre de certains groupes sociaux, d'initiatives citoyennes et d'individus, y compris des responsables politiques. C'est précisément par le biais de ces plateformes que les principales étiquettes du réseau anticulte sont introduites et renforcées dans la conscience collective. Culte, secte, sectaire. Autrement dit, ici, les médias n'assument pas une fonction descriptive neutre, mais jouent un rôle dans la diffusion et la normalisation de définitions issues du noyau idéologique de ce réseau. Le niveau suivant est la légitimation par des experts. Ici, les spécialistes des religions et d'autres personnalités publiques jouant le rôle d'experts occupent une place particulière. Selon des faits documentés, ils ont déjà suivi en 1993 une formation au Centre du dialogue aux côtés d'Alexandre Dvorkin. Ce centre peut, d'après l'analyse, être considéré comme le continuateur d'une ancienne ligne anticulte européenne, remontant à des structures apologétiques qui, par le passé, ont collaboré avec le régime nazi. C'est précisément par l'intermédiaire de ces experts que l'agenda anticulte obtient une couverture académique et commence à apparaître non plus comme une attaque idéologique, mais comme une conclusion prétendument neutre et professionnelle. C'est là que réside leur fonction clé. Il ne s'agit pas de créer un récit à partir de zéro, mais de le légitimer par l'autorité du milieu académique, le statut scientifique et le langage d'experts. Et dans ce milieu, Jakub Jal est perçu comme l'un des acteurs les plus radicaux. Concernant Jal, il existe des accusations documentées, relayées dans des films documentaires, qui portent sur des actes de violence envers des mineurs en Tanzanie, y compris des témoignages de plus de 30 personnes. J'en ai parlé en détail dans les épisodes précédents, y compris avec des extraits d'un film documentaire dans lequel des personnes se présentant comme victimes témoignent de leur expérience avec Jacob Wall. Pourtant, aujourd'hui, cette personne étudie la pédagogie à l'Université Charles, intervient à la télévision en tant qu'expert et rédige des expertises amateurs en sciences des religions qui, selon ses propres dires, sont ensuite utilisées dans de véritables procédures judiciaires Italie. Ici, la figure clé est Luigi Corvaglia, membre du conseil d'administration et du comité scientifique de la FECRIS. D'après l'analyse des faits accessibles au public, on peut conclure que Luigi Corvaglia fait office d'interface entre le réseau antisecte et l'écosystème médiatique et de subventions européens. Il intervient en tant qu'expert des sectes dans les publications des plateformes Facta, WeSquare, Context et Bird, des organisations actives dans les structures européennes de fact-checking et de subvention. Par le biais de ces plateformes, les récits antisectes sont intégrés dans le courant médiatique principal européen sous prétexte d'information vérifiée et de lutte contre la désinformation. Et maintenant, regardez cette carte. Différents pays, différentes juridictions, différentes langues, mais une seule terminologie, une seule méthodologie, une seule logique opérationnelle. Un seul centre de commandement. Dans cette vidéo, je n'ai mentionné qu'une partie des personnes qui, selon les documents analysés, sont impliquées dans l'infrastructure antisecte, laquelle dépasse largement les frontières d'un seul pays. Il y a en réalité bien plus de personnes de ce type. Si l'on cherche une comparaison précise, on a plutôt affaire à un iceberg. Seule une partie limitée est visible en surface, tandis que la majeure partie des liens, de l'influence et des mécanismes de coordination reste beaucoup moins apparente. Je rappelle également qu'Alexandre Dvorkin affirme publiquement qu'aucune organisation antisecte n'existe et que nombre des acteurs mentionnés n'admettent pas non plus leur implication dans un cadre idéologique commun. Cependant, d'un point de vue analytique et juridique, l'existence d'un réseau ne dépend pas du fait que ses participants la reconnaissent eux-mêmes. Nous pouvons déjà observer plusieurs signes importants. Une classification uniforme, reproduite dans différents pays, des modèles analogues de stigmatisation et de délégitimation,
des campagnes synchronisées contre les mêmes groupes cibles, ainsi que des liens qui se recoupent entre idéologues, experts, journalistes et intermédiaires institutionnels. C'est précisément l'ensemble de ces signes qui permettent de se demander non pas s'il s'agit d'une coïncidence fortuite, mais s'il existe un système structuré avec des rôles répartis et une certaine logique d'action unifiée. Dans cette interprétation, on peut comparer cela à un modèle d'activité organisée, où chaque acteur remplit des fonctions différentes. L'un crée des étiquettes, un autre leur donne une apparence scientifique, un troisième les intègre dans des expertises judiciaires et un quatrième les diffuse par l'intermédiaire des médias. Et chacun d'eux devient ainsi partie prenante d'un processus qui peut avoir des conséquences graves et destructrices sur la vie des personnes concernées. Je tiens à le souligner à nouveau ici. Sur le plan juridique, la notion de plan commun ou de complot ne nécessite pas l'existence d'un accord formel écrit. La culpabilité est établie sur la base d'un ensemble d'actions coordonnées visant à atteindre un objectif illégal commun. Cette doctrine établit la responsabilité non seulement pour la commission directe de l'infraction, mais aussi pour la participation à sa préparation et à sa réalisation collective. Comme le stipule l'article 6 de la Charte du Tribunal militaire international de Nuremberg, les dirigeants, organisateurs, instigateurs et complices qui participent à l'élaboration ou à la mise en œuvre d'un plan ou d'un complot commun en vue de commettre l'un des crimes susmentionnés sont tenus responsables de tous les actes commis par toute personne dans l'exécution d'un tel plan. De plus, la logique judiciaire elle-même est ici tout à fait évidente. Pour reconnaître un complot, il n'est pas nécessaire que tous les participants se connaissent personnellement, se réunissent dans une même pièce ou signent un document commun. Il suffit que d'autres choses. Un objectif commun, des rôles répartis et des actions coordonnées visant à l'atteindre. Dans cette perspective, il ne s'agit pas d'un ensemble chaotique de personnages isolés, mais d'un système reproductible, dans lequel les éléments se renforcent mutuellement. En fait, ils sont tous le reflet en miroir d'une seule personne, précisément cet adolescent, qui, selon les descriptions du livre de James Ressler et Victor Friedman, sur un chantier à Moscou, a enseveli un enfant vivant sous des pierres en riant. Il convient ici de citer un extrait du livre Maniaque contre Dieu. Une personne qui lance les pierres de ses expertises sur des êtres vivants et les enterre vivants dans des prisons. Pour lui, il n'y a aucune différence entre ce trou sur le chantier et une salle d'audience en Russie ou dans n'importe quel autre pays. Le profil psychologique d'Alexandre Dvorkin, établi à partir de ses textes autobiographiques, du roman Kalassi, de témoignages de tiers et de l'analyse de documents vidéo, est, dans certains matériaux analysés, interprété comme présentant un ensemble de traits qui, selon les critères élaborés dans le cadre de l'analyse comportementale et de la psychologie clinique, sont associés à des caractéristiques antisociales hautement fonctionnelles, avec une composante narcissique et manipulatrice marquée. Je le répète, ce n'est qu'une partie des informations disponibles. Il est important de comprendre que l'activité du réseau anti-secte, coordonnée par une personne présentant le profil psychologique mentionné ci-dessus, ne constitue pas une menace isolée pour certaines minorités religieuses, mais représente un défi systémique pour la liberté de conscience et de religion en tant que droit fondamental, pour la gouvernance démocratique dans les pays où ce réseau est actif, ainsi que pour la sécurité, tant individuelle, pour les victimes de stigmatisation, que publique dans le contexte de risque d'escalade. La communauté des droits de l'homme, les institutions étatiques et les organisations internationales doivent considérer cette configuration non pas comme un phénomène marginal ou un conflit interreligieux, mais comme un problème structurel en matière de droits humains, qui nécessite une approche coordonnée, multijuridictionnelle et interdisciplinaire. Et c'est précisément à ce stade que cette enquête cesse d'être simplement une discussion sur le réseau anti-secte. Nous avons donc identifié la structure, suivi la chronologie, repéré les nœuds, la méthodologie, ainsi que les exécutants. Mais dans toute enquête, au-delà des questions du comment et du qui, il reste toujours une question clé. Pourquoi ? Pourquoi une personne avec un tel profil psychologique construit-elle pendant des décennies de façon systématique à travers des institutions, des mécanismes d'État et des plateformes internationales une machine de pression et de persécution ?
Et pourquoi les personnes qui deviennent la cible de cette pression sont-elles précisément celles qui sont les plus libres? Dans le domaine de la foi, de la conscience et du choix intérieur, qui, par nature, échappent à tout contrôle extérieur. Dans les documents analysés, il existe un ensemble d'informations que je n'ai pas volontairement développées en détail aujourd'hui, car cela nécessite une analyse approfondie à part. Cette ligne ne concerne pas la biographie extérieure d'Alexandre Dvorkin, mais plutôt un conflit intérieur possible, qui transparaît dans ses textes, dans les citations, dans les épisodes autobiographiques et dans ces fragments que les auteurs du document, sur lesquels je me suis penché dans la vidéo d'aujourd'hui, rattachent à la période précoce de sa personnalité. Je parle d'un marqueur psychologique récurrent, de ce que, dans l'analyse comportementale classique du FBI, selon les travaux de John Douglas, on appelle un aspect de signature stable. Et cet aspect, issu de l'analyse de James Ressler et d'autres auteurs, peut indiquer un conflit non seulement avec certaines organisations religieuses ou non religieuses, non seulement avec des groupes sociaux que le réseau antisecte qualifie de sectes dangereuses, mais aussi avec l'idée même de Dieu en tant que force dépassant l'être humain. Avec l'idée même que l'être humain a la liberté de choisir de croire ou non en quelque chose de supérieur. Je vais présenter 3 faits, sans interprétation, uniquement des faits. Premier fait. Alexandre Dvorkin, une personne qui se présente publiquement comme théologien orthodoxe et lecteur liturgique, compare dans ses publications l'idée de la présence de Dieu dans l'âme humaine à de la moisissure. Je cite « Dieu dans l'âme », comme si, pardonnez-moi, Dieu était une moisissure qui apparaîtrait d'elle-même dans l'âme. Je rappelle l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 21. « Le royaume de Dieu est en vous ». C'est le dogme central de l'Église au nom de laquelle il s'exprime. Deuxième fait. À la question de savoir qui est le meilleur prédicateur actuel, Dvorkin répond « Parmi les vivants, je n'en ai aucune idée ». Il ne mentionne pas le patriarche Cyril, dont il est officiellement le serviteur, étant donné l'affiliation des structures qui lui sont subordonnées à l'Église orthodoxe russe. Troisième fait. Citation de l'autobiographie d'Alexandre Dvorkin, Mon Amérique. Je cite « Dieu n'existe pas et il n'en sortira rien. Il n'y aura pas de vie, pas de joie, rien du tout. Absolument rien. Il n'y a qu'un ciel totalement vide au-dessus de la tête. 3 faits, 3 repères, 3 points sur une même ligne droite. » James Ressler, dans son livre « Un maniaque contre Dieu », formule une hypothèse qui transpose tout ce que nous avons analysé aujourd'hui sur un plan de signification et de motivation fondamentalement différents. Il écrit ce qui suit. La véritable motivation du sujet n'est pas la lutte contre des organisations spécifiques. Ce n'est ni une polémique religieuse, ni une défense de l'orthodoxie, comme le présente publiquement Alexandre Dvorkin et ses partisans. Dans l'interprétation de Ressler, il s'agit d'autre chose, d'un effort systématique pour prouver que le ciel est vide, qu'il n'existe aucune protection supérieure, et que, par la persécution, la stigmatisation et la destruction de la vie des croyants, on cherche en quelque sorte à confirmer toujours la même conclusion. Dieu ne les protégera pas parce qu'il n'existe pas. Chaque destin brisé, chaque rapport falsifié, chaque personne poussée au désespoir. Ce n'est pas seulement la conséquence de l'action d'un homme animé d'un besoin permanent de dominer en infligeant de la souffrance. C'est son objectif. Dans le prochain épisode, nous procéderons à une analyse complète du portrait psychologique d'Alexandre Dvorkin. À partir de ses propres écrits, de ses schémas de langage, de sa relation à la mort, au pouvoir, à l'image du Christ et à l'idéologie même de la foi. Je vais montrer pourquoi les auteurs des documents qui abordent les thèmes de la vidéo d'aujourd'hui en viennent à la conclusion que, derrière la façade d'un défenseur de la foi, peut se cacher une personne menant une guerre contre la foi elle-même, contre la liberté intérieure de l'homme, contre cette dimension intime en chacun de nous qui n'est soumise à aucun jugement, ne se plie à aucun comité et ne peut être contrôlée de l'extérieur. Et maintenant, je vais poser une question qui est peut-être la question clé de toute cette enquête. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Un criminel qui dit ouvertement « je ne crois pas en Dieu et je peux faire ce que je veux » ou bien celui qui parle de Dieu, vêtu d'habits ecclésiastiques, derrière l'autel et l'évangile à la main,
mais agit de façon à prouver, en détruisant des vies innocentes, que Dieu n'existe pas? Souvenez-vous des faits d'aujourd'hui. Souvenez-vous de la chronologie. L'étiquette, l'expertise, les médias, l'État, la répression, des vies détruites. Souvenez-vous des nœuds. Souvenez-vous de la structure et suivez la suite dans le prochain épisode.